Donc, Banque Populaire du Sud, dont le siège est basé à Perpignan, donc qui couvre l'ancienne région Languedoc-Roussillon, plus le sud, vraiment une frange sud de l'Ardèche et l'Ariège, historiquement, puisqu'en fait, on est issu de la fusion de deux banques populaires, l'ancienne Banque Populaire du Midi qui était basée à Nîmes et la Banque Populaire Pyrénées-Aude-Ariège qui était basée à Perpignan. Donc, c'est une fusion qui remonte quand même à 15 ans, 16 ans même. Euh, Compte tenu de l'évolution, de la technicité, des besoins, des besoins des clients, on a décidé bien de sortir simplement de la simple banque qui va faire des financements, qui va accompagner de manière traditionnelle ses clients. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques qui allaient un petit peu au-delà de simplement accompagner l'entreprise dans ses besoins en financement, en développement. Il y avait aussi des besoins qui étaient d'accompagner dans ce qu'on appelle, nous, les ingénieries. Alors, les ingénieries, ça va être les ingénieries sur les flux, toute la technicité aussi sur l'international. Et il y a des ingénieries qui sont en matière de ce qu'on appelle ingénierie financière. L'ingénierie financière, ça existe depuis quelques années à la Banque Populaire du Sud. Dans les autres banques populaires du groupe Banque Populaire en France, il y a déjà des banques populaires qui, depuis longtemps, proposent des services d'ingénierie financière qui vont couvrir en fait les services de valorisation d'entreprises, de fusion-acquisition, rechercher des cibles à l'acquisition, rechercher aussi des cibles de repreneurs potentiels pour une entreprise, créer aussi des pôles de financement structuré qui vont permettre, dans les cas de financement complexe qui vont réunir plusieurs banques, d'avoir un seul interlocuteur avec toutes les conséquences juridiques que ça implique. Moi, ma partie, c'est la valorisation d'entreprise. Dans la valorisation d'entreprise, ça va ouvrir sur plein de choses. Je viens de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire tout ce qui est PE, PERCO, intéressement, avec un background de 30 ans dans les banques, dans la banque de réseau. Donc voilà, c'est un déroulé naturel de perfectionner l'offre qu'on propose à nos clients. Voilà, je me suis présenté. Est-ce qu'on pourrait rapidement, je vois qu'on n'est pas forcément très nombreux, je voudrais savoir à qui je peux, si vous pouvez vous présenter rapidement, que je puisse un peu situer vos attentes. Je vois dans la liste, je vois Monsieur Bureau Claude. Oui, alors, oui, moi, c'est Bureau Claude. Je dirige une petite entreprise qui fait du développement électronique et informatique Oui, sur Alès. Bon, là, je suis en cours de recherche de financement. C'est pour ça que je suis venu à cette réunion. Car à 2 ans, je vais être obligé, enfin pas obligé, mais je vais ouvrir mon capital à des financiers extérieurs et j'ai besoin donc de valoriser cette entreprise. Voilà. Dans 2 ans, vous prévoyez d'ouverture. À peu près, oui, parce que là, je suis en phase d'innovation, c'est-à-dire la deuxième année, ça va être plus sur des financements type innovation. Ouais. Et ensuite, ça va être des financements pour accompagner la progression de l'entreprise. D'accord. Vous êtes, si je peux me permettre, vous êtes simplement déjà connu de la Banque Populaire du Sud à Alès. Oui, parce que je crois que je vous ai rencontré dernièrement à Digitales, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. C'est pas moi qui y étais, c'était Jean-Didier Warnesson qui devait être Oui, avec. peut-être. Donc j'ai pris sa carte de C'est visite. super, super. Et je comptais prendre rendez-vous avec lui et j'ai pas eu le temps encore. Donc ça date de la semaine dernière. Ok, parfait, parfait. Je vous remercie. Monsieur, je vois Plarman. Pierre Larman. Bonjour. Pierre Larman, pardon. Voilà, c'est mon adresse mail. Bonjour, je suis directeur financier de S2I à La Vérune. On est éditeur de logiciels de gestion de flux visiteurs et concepteur de matériel lié à l'accueil des visiteurs donc dans les administrations, les hôpitaux. Ouais, d'accord. Les clients à la Banque Populaire du Sud, hein, c'est la banque, okay, ouais. banque historique à ouais. On a
a sorti Audacia, le fonds d'investissement ISF qu'on avait au mois d'avril. Oui. Le biais d'une création d'une Manco, auquel Ouais. Populaire du Sud a participé au financement. D'accord, ok. Et Super. on a fait la croissance externe, donc un rachat de distributeur en Belgique. On a une Oui. filiale au Canada qu'on a créée, une autre en Espagne, et là on est en recherche active de cibles. D'accord, ok. Parfait. Donc, recherche de cible. Ouais. Vous avez été mis en rapport avec des gens en particulier chez nous? On vient de changer de conseiller, parce que c'était Benjamin Demaré qui était Oui, oui. conseiller. Et je ne me rappelle plus du nouveau, je suis désolé. Oui, bon. Voilà. Mais on est accompagné par notre cabinet d'expertise comptable Inextenso. Ah, d'accord. Bon, ok, d'accord. Donc, vous travaillez ensemble aussi. Ouais, ouais. Donc, si c'est une Voilà. extenso, pas de problème, vous êtes entre de bonnes mains. Voilà. Parfait. Avec Mathieu Drenon. Mathieu Drenon. Avec Mathieu, ouais, en plus, bon, ça va. Voilà. C'est son régal, ça. Ouais. Je vous remercie, Madame Paulin, à qui j'ai fait couper la caméra tout à l'heure, injustement. Oui, non, non, vous avez très bien fait. Alors moi, je vais avoir un profil un petit peu différent. Moi, j'accompagne des PME industrielles et technologiques sur la partie développement commercial. Et pour certaines, dans le développement d'entreprise, ça passe par des levées de fonds. Ça m'arrive d'avoir des jeunes entreprises et des moins jeunes d'ailleurs, voire même des cessions d'entreprises. J'ai accompagné certaines entreprises sur la cession. Alors, je n'interviens pas du tout sur les aspects légaux et financiers. Ouais. Moi, je suis sur l'executive summary, toute la partie marketing pour la mise en valeur de la société et déterminer des cibles de reprise potentielles. Mais en termes de, pas d'entreprise directement, nommément, on va dire, mais en termes de profil d'entreprises repreneuses potentiellement. Ah, okay. Donc, ça m'intéresse effectivement de voir l'autre côté, effectivement, le côté financier. Oui, d'accord. L'approche qu'on va avoir. Voilà. Ouais, ok, d'accord. De ces opérations-là, tout à fait. Ok, je vous remercie. Monsieur Bloch, qu'on ne présente plus. Ah bon? Je vous ai croisé souvent à Nîmes effectivement, dans certaines réunions. Voilà, oui, donc je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Starting Block. Et donc, nous, on travaille autour de la propriété intellectuelle au sens large. Ouais. On a développé un certain nombre d'outils, notamment des tableaux de bord, et qu'on utilise en fait pas mal pour des levées de fonds du côté à la fois des sociétés, d'une part, qui ont besoin de faire ça, et aussi certains investisseurs qui nous demandent dans le sens inverse. Et donc, voilà, moi, je suis intéressé de voir comment est-ce que ce genre d'outil peut être valorisé. Voilà, à la fois comment les banques l'utilisent, quelles sont les questions que les banques se posent là-dessus sur des sociétés innovantes, de quoi ils auraient besoin comme tableau de bord, puisqu'on est en train de faire une V2. Voilà. D'accord, ok, ça c'est intéressant ce que vous me dites effectivement, parce que c'est un aspect qui est vous me rappellerez ça peut-être quand je parlerai des questionnaires sur lesquels on s'appuie pour valoriser, en fait, pour noter un petit peu une entreprise. Je vous remercie. Alors, je me suis bloqué. Je vois, ok. Benjamin. Oui, bonjour. Donc, je suis Benjamin Chalande. Je dirige la société Lundi Matin, basée à Montpellier. Nous, on est éditeur de logiciels de gestion d'entreprise, 3 logiciels, un logiciel type ERP CRM qui a la particularité d'être en ligne et qui s'interconnecte avec les plateformes e-commerce. On a un logiciel de caisse qui s'appelle Rovercash qui est dédié aux petits et grands commerçants. Oui. Et on a un logiciel de caisse qui s'appelle Air Kitchen qui est dédié aux restaurateurs. D'accord. Et donc, moi, je m'intéresse au sujet parce qu'on a fait quelques opérations de croissance externe en 2019 et 2020 et je suis toujours en veille active. D'accord. Vous recherchez quoi comme cible, plus exactement? Soit des concurrents, soit des éditeurs de logiciels de gestion qui puissent être complémentaires. Ok. Je vous remercie. Monsieur Jalas, si je peux me permettre. Oui, Eric Jalas, Société ITK, c'est juste pour m'informer. D'accord. Pas de projet particulier. D'accord.
Parfait. Je vois ensuite Fabien. Ouais, bonjour. Bonjour, on fait Tourneux, donc c'est la société Réflexion Composite. Donc on a ça fait une vingtaine d'années qu'on existe. Petite structure, mais en croissance. Et j'ai été contacté récemment par des concurrents qui aimeraient rajouter ma technologie à leur savoir-faire. Donc, je suis ouvert. Si la proposition me paraît satisfaisante, pourquoi pas. D'accord. Okay. Faire une session. Ok, donc vous avez quand même des gens qui vous accompagnent pour vous aider à valoriser l'entreprise? Pas encore, là c'est au stade de discussion préliminaire. Voilà. D'accord. Je viens chercher un peu d'informations, comment bien valoriser la société en fonction de ce cas-là, de ses savoir-faire, de sa trésorerie, de ses perspectives et savoir voilà. Ok. Bien, je vous remercie. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai vu tout le monde? Ok. Donc, moi, à l'appui de mon discours, en fait, je vais utiliser un PowerPoint. Je crois est-ce que vous le voyez à l'écran? Non, encore. Est-ce qu'il est là? Voilà. Bon, super, parfait. Comme je disais, j'ai pas trop l'habitude en fait de Zoom, même pas du tout. Donc, ben, je vais vous proposer de faire connaissance en fait des services d'ingénierie financière qui sont proposés par notre établissement, la Banque Populaire du Sud. Alors, on va insister sur la partie valorisation d'entreprise, puisqu'en fait, ben, c'est spécifiquement ma partie. Et puis, en même temps, c'est bien souvent le premier pas de l'investisseur financier. On a échangé un petit peu sur vos cas un petit peu différents. Il y a toujours je veux investir dans une entreprise, donc il faut quand même que je puisse la valoriser, ou quelqu'un veut investir dans mon entreprise, il faut que je la valorise, ou je vais sortir un actionnaire, il faut que je la valorise pour connaître le prix, etc. Voilà. Enfin, le prix qui viendra ensuite en fin de négociation. Donc c'est un petit peu au cœur, c'est un petit peu même totalement au départ de la réflexion. Donc notre filière spécifiquement entreprise est bien distincte du secteur simplement professionnel. Elle a été mise en place il y a 10 ans à peu près maintenant. Donc, dans le langage bruxello-bancaire, on distingue le retail, c'est-à-dire en bon français le marché professionnel, c'est-à-dire en gros des entreprises d'un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 million d'euros. On distingue donc ce marché professionnel du corporate, en français, les entreprises qui ont des chiffres d'affaires, pour faire simple encore, au-delà d'1,5 million. Donc, au-delà d'1,5 million, ça peut aller loin, effectivement, mais pour une banque comme la Banque Populaire du Sud, et compte tenu en fait de son tissu d'entreprise, dans les agences entreprises, dans nos succursales entreprises, on a 7 succursales entreprises. On a en fait des entreprises qui vont entre 3 jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, parfois plus. Mais en fait, on est dans le cœur de notre métier, entre 3 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça peut aller au-delà. Moi, j'ai valorisé des entreprises qui faisaient 50 millions. À partir du moment où il n'y a pas des problématiques qui relèvent plus de l'audit que de la simple valorisation, c'est des choses, c'est des missions que je peux prendre à mon compte, bien sûr. Donc, le marché des entreprises, c'est un marché qui est exigeant, qui demande la présence donc, de spécialistes, d'experts, entre guillemets, qui interviennent en soutien du conseiller dans les métiers de l'ingénierie financière. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure en présentation, quand je me suis présenté, les métiers de l'ingénierie financière sont les suivants, c'est-à-dire les cessions et les transmissions, le capital investissement, l'equity, et les financements structurés. Donc, il s'agit pour nous de répondre efficacement à une demande qui est de plus en plus importante de la part des actionnaires dirigeants qui souhaitent avoir une relation globale et un peu plus perfectionnée avec leurs partenaires bancaires. Donc, nous sommes amenés à leur proposer un continuum d'accompagnement qui va du conseil en opération au de bilan, jusqu'au financement des projets d'acquisition ou de développement structurant pour l'entreprise, sans oublier tout l'aspect patrimonial en fait, des chefs d'entreprise
parce que lorsque du cash est généré, eh bien, il va y avoir des impacts fiscaux, patrimoniaux, et donc on ne se contente pas d'accompagner l'entreprise, on travaille en équipe, nous sommes une banque généraliste, et nous avons le même souci d'expertise au niveau du particulier. Donc, on a un environnement qui confirme la validité de notre démarche. C'est un petit peu sous la pression de la réalité que nous sommes structurés de cette manière. Donc, les opérations de cession-transmission ou d'acquisition connaissent une croissance régulière et continue dans notre région. Alors, je n'ai pas les chiffres 2021, j'ai des chiffres qui s'arrêtent à 2020 et qui montrent en fait par segment la progression des opérations de transmission. Donc, dans le segment de 5 à 50 millions, on voit que de 2017 à 2020, on a une croissance constante. Alors, il y a un petit peu un retrait entre 2019 et 2020, mais qui est certainement dû un petit peu à ce qui s'est passé d'un point de vue sanitaire. Ça a eu peu d'impact, en revanche, sur le segment inférieur, le segment entre les entreprises de 1 à 5 millions d'euros. Ça a simplement ralenti une progression qui faisait plus 100% d'une année sur l'autre. Donc, opérations de cession-transmission ou d'acquisition qui connaissent au niveau national une croissance régulière et continue. Là, vous avez donc la vision nationale qui nous a été communiquée par nos partenaires d'Extinso Finance et Transmission en partenariat avec Epsilon Research. Il est à noter que si donc une contraction a eu lieu donc, sur l'exercice 2020, encore une fois, le développement a été simplement freiné sur le segment inférieur, alors que la région Occitanie elle-même, en fait, et comme la Bretagne, d'ailleurs, c'est les deux régions qui ont été concernées, eh bien, elles ont eu, en fait, elles ont continué à avoir une croissance haussière, même sur le segment des 5 à 50 millions d'euros. Et donc, elle tire vers le haut, en fait, en quelque sorte, le marché des cessions, toute comparaison devant être quand même, comment dire, pondérée par le fait que les grosses entreprises, les très grosses entreprises ne sont ni en Bretagne, ni en région Occitanie, mais sont bien en région parisienne. Comme je vous disais précédemment, la valorisation des parts de société est généralement le premier maillon de la chaîne dans une optique de mouvement capitalistique. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de poser des bases objectives et d'avoir les bons indicateurs pour lancer la phase de conseil, puis le cas échéant de lever des fonds, accompagnés éventuellement de financements qui vont favoriser la création de valeur. Une valorisation nous est aussi parfois demandée par le chef d'entreprise pour poser un jalon, en quelque sorte. Elle va permettre de donner un éclairage technique et objectif sur la situation de l'entreprise et de lancer ainsi la réflexion stratégique de son dirigeant. Il y a des entreprises qui me demandent de manière spontanée, on va dire, sans raison particulière, ni de transmission, ni de capitalistique. Voilà, combien est-ce que mon entreprise, comment vous la valorisez, etc. Ça permet de faire une approche un peu qui va être multi-angle et qui va nourrir la réflexion du chef d'entreprise, qui va se dire, qu'est-ce que je fais? Je continue à me développer par de la croissance interne, ou au contraire, je vais chercher des cibles à acquérir pour accélérer cette croissance. Dans un cas comme dans l'autre, est-ce que je n'ai pas intérêt à m'ouvrir à des investisseurs externes qui m'amèneront les liquidités nécessaires, ou alors est-ce qu'il ne serait pas tout simplement temps de passer la main et de vendre, alors totalement ou partiellement, en ouvrant le capital, etc. Donc, dans les premiers et le dernier cas, c'est-à-dire l'ouverture du capital des investisseurs ou vendre, lorsqu'il s'agit d'acquérir une autre entreprise aussi, ou au contraire de trouver un acheteur pour la sienne, nous travaillons avec le cabinet Inextinso, qui est bien connu en ce qui concerne l'expertise comptable, mais qui est aussi très présent en termes de finance et de transmission. On évoquait tout à l'heure le nom de Mathieu Dresneau, qui est responsable pour Montpellier, en fait, du cabinet d'Extinso. Donc, c'est quelqu'un avec lequel on est en relation pour, lorsqu'on détecte une entreprise qui veut trouver une cible ou qui veut trouver un repreneur, on le met entre ses mains, on les met en relation,
et puis ils font affaire ou pas, en général ça marche bien, et une extenso va prendre la mission si elle sent que le domaine est dans ses cordes et qu'elle va pouvoir répondre favorablement à un client. Okay. En ce qui concerne les besoins en fonds propres, nous avons en revanche créé notre propre fonds d'investissement qui s'appelle Sud Croissance. Okay, vous le voyez là, levée de fonds Sud Croissance, qui est susceptible d'intervenir seul ou en partenariat avec des fonds amis, plus particulièrement avec celui de nos camarades de la Banque Populaire Occitane, qui s'appelle le fonds Multicroissance. Voilà. Donc, Multicroissance, les cousins de la Banque Populaire Occitane, ils viennent sur notre région, et lorsqu'ils viennent, à ce moment-là, ils viennent investir, accompagner les investissements que nous faisons au titre de Sud Croissance, ce qui permet de renforcer, en fait, la possibilité d'avoir des tickets significatifs, d'augmenter notre puissance financière lorsqu'il s'agit d'investir sur notre territoire. Donc, on voit des tickets qui vont entre 300 000, on peut vraiment des tickets qui sont humbles, jusqu'à 5 millions d'euros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interroger. Connaître la valeur de son entreprise est la base avant toute négociation avec des investisseurs potentiels ou entrepreneurs ou avant toute décision structurante. Voilà pour résumer et pour bien faire passer le message. Donc, on va voir maintenant d'un peu plus près, sans trop détailler bien sûr, les différents cas de figure dans lesquels on a besoin d'une valorisation. Tout d'abord, la cession. Bon, on est évidemment en optique à court terme, moyen terme, puisqu'une valorisation n'a de sens qu'avec des données les plus récentes possibles. Donc, il peut s'agir de cession totale ou partielle sur l'ensemble d'un groupe ou sur une entité en particulier. Donc, bien entendu, tout cela se déroule en respectant le plus strict impératif de confidentialité. Nous sommes tenus au secret bancaire, tout simplement. La valorisation concerne aussi la transmission, la sortie d'un associé dormant, par exemple, une réorganisation plus globale, lors de la mise en place d'un LBO, évidemment, puisqu'il s'agit d'aider à déterminer un prix, ou bien entendu dans une phase de croissance externe. Alors, qui a alors intérêt à une valorisation neutre et objective? La réponse, c'est que tout le monde y a intérêt, qu'il s'agisse du cédant, de l'acquéreur, des partenaires, etc. Donc, valorisation neutre, parce que nous sommes bien sûr externes à l'entreprise pour laquelle nous allons prendre le mandat de valorisation, et puis objectif, parce que de toute façon, voilà, comme on est neutre et qu'on n'a pas forcément d'intérêt en capitalistique, on va faire une valorisation qui sera la plus objective et la plus neutre possible. Mais encore une fois, la valorisation est de plus en plus demandée par les associés dirigeants pour avoir une vision globale, extérieure de leur structure et apporter des inflexions dans leur décision stratégique en fonction d'un état des lieux à un moment donné. Alors, on voit aussi souvent des transmissions. Ça arrive qu'on voit des entreprises qui sont installées depuis longtemps, très installées, avec des fonds de commerce, de l'immobilier, etc., et qui viennent nous demander de les aider à préparer la transmission à un fils, à un petit-fils, à un neveu. Donc, c'est là qu'on a des approches qui sont extrêmement patrimoniales, qui sont totalement différentes de l'approche qu'on va pouvoir avoir avec une boîte techno, par exemple. Du coup, il y a une tendance, en fait, qui va se dessiner avec quelques clients, qui va être une tendance à une intervention triennale, ou peut-être sur une fréquence un peu plus élevée. Mais, par exemple, triennale, c'est-à-dire que tous les 3 ans, eh bien, on va être appelé pour matérialiser par une méthode, par une valorisation, pour matérialiser les évolutions de l'entreprise en valeur et rendre visible, en fait, la rentabilité de la structure. Dans le cadre d'une cession, donc, dans le cadre d'une transmission, la sortie d'un associé dormant, ou de plusieurs, c'est ça qu'on dit des DS, une réorganisation capitalistique, avais-je dit, des LBO, bien sûr, et dans le cas d'une croissance externe, parce que c'est toujours bien de savoir d'où on part. L'évaluation d'entreprise au sens large regroupe en fait un ensemble de concepts et de méthodes, dont la finalité principale est de donner une fourchette de valeur aux actifs d'une société et à ses titres. Donc nous, on ne va pas donner un prix. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de dire voilà, qu'en ayant différentes approches,
on va déterminer une fourchette de valeur. On va essayer d'avoir le plus de convergence possible, parce que c'est pour vous dire telle valeur, vous valez 100 000 euros, mais telle autre valeur, vous valez 10 millions d'euros. Il y a une incohérence qui nous fait dire qu'il y a peut-être un problème d'approche à un certain moment. Okay, donc, la valeur des capitaux propres, c'est celle sur laquelle qui va aboutir à la détermination d'un prix, c'est ce qu'on appelle la valeur de l'entreprise. On va déterminer la valeur d'entreprise et on va y soustraire son endettement net. Et l'endettement net peut être une addition. Tout simplement, quand une entreprise a plus de trésorerie qu'elle n'a de dette, à ce moment-là, cet endettement net, puisque c'est de la trésorerie, va s'ajouter à la valeur d'entreprise et va rentrer dans notre résultat qui permettra ensuite, lors de la négociation entre les parties, de déterminer la valeur des capitaux propres, le prix. Okay, donc, une valeur brute sous contrainte des engagements pour obtenir une valorisation des capitaux propres. D'accord ? Pour arriver à déterminer cette fourchette, on va s'appuyer sur différentes approches. On va avoir des approches qui sont plus quantitatives, des approches comparatives, des approches qualitatives. Une fois qu'on a réalisé ces différentes approches, on va appliquer différentes méthodes de valorisation qui seront retenues en fait dans la synthèse qui permettra de déterminer la fourchette de valeur. L'approche est d'abord quantitative. Donc, on va s'appuyer sur les éléments passés, c'est-à-dire tous les bilans, comptes de résultats dont nous pouvons disposer, sur les éléments actuels, les derniers chiffres, sur les éléments prévisionnels. Donc, on va construire avec le client s'il n'a pas de prévisionnel. Sinon, on va recueillir le travail de prévisionnel qu'il a pu construire avec son expert comptable ou avec son directeur financier. Donc, tous ces éléments de compte de résultats, de tableau de flux de trésorerie seront retraités ensuite pour traduire la réalité économique et s'éloigner d'une logique purement comptable. Un comptable, lorsqu'il va arrêter des comptes, il va avoir une présentation des états financiers qui est faite dans une optique fiscale. On n'oublie pas qu'on parle de liasse fiscale. Notre point de vue est différent. Notre point de vue, il est financier. Ce qui implique donc un travail de retraitement qui va être plus ou moins systématique. Un exemple de travail de retraitement, ça va être par exemple lorsqu'une entreprise a un recours au crédit bail, va financer des véhicules par des crédits baux. Les crédits baux, fiscalement, ce sont des loyers. Alors que nous, on va avoir une approche différente. On va considérer que c'est des financements d'immobilisation et on va les reconsidérer comme si c'était des financements par des prix moyen terme. Donc, on va ventiler en fait les échéances de crédit bail entre une partie amortissement et une partie frais financiers. Une partie amortissement qui va avoir un impact donc, sur les immobilisations. Donc, on va mettre en corrélation la réalité des investissements avec les immobilisations ainsi que leurs charges financières. C'est un exemple que je donne. Il y a beaucoup d'autres exemples que je pourrais donner, mais je suis en train de vous donner en fait une vision globale de l'approche quantitative. Donc, à quoi ça va ressembler? Alors ça, c'est exactement des aspects, des pages, des tableaux qui apparaissent en fait dans les rapports de valorisation que nous rendons. Donc, par exemple, vous voyez qu'on va montrer le bilan dans une vision économique, donc en s'en tenant à la circulation du cash dans l'entreprise, mais en fait, d'une manière générale, à tout l'actif qui permet de générer l'activité économique. Le besoin en fonds de roulement, les immobilisations, les dettes financières nettes, les fonds propres. Okay, tout ce qui est utilisé en fait, pour faire tourner l'entreprise, que ce soit sur du court terme ou sur des cycles d'investissement qui sont à plus long terme. Vous avez, toujours dans l'approche quantitative, vous avez par exemple le besoin en fonds de roulement. Donc, on va reprendre là les chiffres tels qu'ils nous viennent en fait des arrêtés comptables fournis par l'expert comptable. Vous voyez donc à gauche besoin en fonds de roulement 2018, 2019, 2020. Donc, on met en colonne, donc on met dans une perspective triennale un petit peu l'évolution de
de l'entreprise, du poste besoin en fonds de roulement. À droite, vous avez exactement la même chose, mais avec des grandes masses sous forme d'un histogramme. Et puis en bas à gauche, vous avez des ratios qui sont faits, qui valent ce qui valent, parce qu'en fait, c'est tout ça, c'est fait pour l'instant. L'écran que vous voyez là est fait en fait avant les retraitements. On les refait ensuite après retraitement financier, et ça a quand même une légère tendance à bouger. Donc, où en étais-je? Après une approche quantitative, une approche comparative. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une approche comparative? Eh bien, en fait, lorsque c'est possible, on va sélectionner le plus possible d'entreprises qui sont comparables, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont comparables à l'entreprise qui fait l'objet de la mission de valorisation. Donc, les éléments qui vont permettre de sélectionner des entreprises comparables vont être relatifs au secteur économique, bien sûr. Donc, on va s'appuyer sur le ou les codes NAF, en faisant attention aux références erronées, parce que parfois, on a des entreprises qui, en cours de vie, ont dévié de leur mission originelle et sont allés sur d'autres secteurs sans pour autant changer leur référencement. Donc, secteur économique, secteur géographique. Il y a des entreprises, je ne sais pas, une entreprise qui fait de la clim, elle n'aura peut-être pas la même envergure dans une région chaude comme l'Occitanie, comparée à une région plus froide comme les Flandres, par exemple. Donc, secteur économique, secteur géographique, le montant du chiffre d'affaires, puisque par l'importance du chiffre d'affaires produit, les problématiques ne sont pas les mêmes, au nombre d'employés, etc. Donc, le but est de pouvoir comparer la performance intrinsèque à la moyenne de la concurrence. Donc, ça se traduit par certains tableaux. Vous voyez, par exemple, là, on avait une entreprise sur laquelle on avait trouvé 4 entreprises comparables. Donc, j'ai anonymisé en fait les données qui permettent d'identifier les entreprises que nous avions identifiées, ainsi que l'entreprise elle-même qui faisait objet de la mission de valorisation. Alors, c'était une entreprise qui avait le chiffre d'affaires compris entre 1,5 million et 3 millions d'euros, puisqu'en fait, on va chercher des comparables qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont qui jouent en fait dans la même cour. Et vous voyez le tableau de droite, analyse quantitative. On fait, alors ça c'est un des tableaux, il y en a d'autres, où on va comparer l'entreprise, que vous voyez dans les histogrammes bleus, là, vous voyez, comme ci, et on va la comparer à la moyenne des entreprises comparables, qui est là, qui est en pointillé. Alors, dans ce tableau, on n'a pas 2020 pour les entreprises comparables, tout simplement parce qu'à l'époque où il a été fait, on n'avait pas encore les bilans qui étaient édités des entreprises comparables. Donc, là, vous voyez certains ratios, marge brute globale sur chiffre d'affaires, EBIT sur chiffre d'affaires, EBITDA sur chiffre d'affaires, etc. Donc, des éléments de résultat qui parlent à tout le monde et qui permettent de discuter avec le chef d'entreprise. Une approche qualitative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va bonifier ou minorer l'évaluation de l'entreprise en fonction de certains critères qui ont leur importance à la bonne marge de l'entreprise. Donc, on parle ici de la prise en compte des aspects stratégie, RH, positionnement concurrentiel, anticipation de l'environnement, relations clientèle, relations fournisseurs, etc. Parce que la valeur d'une entreprise, elle n'est pas que dans les chiffres et les résultats. Ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, sa structuration, ça permet d'anticiper sur son potentiel futur et sa solidité. Donc l'entreprise est aussi grandement tributaire des personnes qui la composent. Donc, des anticipations qu'ils effectuent sur leur marché, sur la politique RH en place, la vision long terme aussi du secteur. Il y a des secteurs qui ont moins de visibilité que d'autres. Donc, tout ça va se faire en utilisant un questionnaire qualitatif qui va être complété avec le chef d'entreprise et qui va permettre de noter l'entreprise, ça va donc minorer ou majorer les résultats plus techniques, plus financiers que nous aurons trouvés avec nos approches méthodologiques. Donc, une approche qualitative va aboutir, ça va apparaître dans le rapport de valorisation. Vous avez ce qu'on appelle à gauche un radar qui reprend
qui est un peu une synthèse des différents axes d'estimation de la bonification ou de la minoration de l'entreprise. Donc, conjoncture sectorielle, position concurrentielle de l'entreprise, équipement et outils de production, pérennité des relations clients et fournisseurs, ressources humaines. Vous voyez, par exemple, c'était une entreprise qui était au maximum dans la conjoncture sectorielle, c'est-à-dire sur un secteur qui était porteur. Sa note la plus faible était relative à l'équipement et aux outils de production. En général, c'est lié à quoi? C'est lié en fait au niveau d'ancienneté, de besoin de renouvellement du parc d'équipement qui permet à l'entreprise de travailler. Une entreprise qui reste sur un équilibre satisfaisant entre ses amortissements et ses immobilisations. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps en train de renouveler son outil de production. Et ça veut dire qu'elle est plus à l'abri d'un coup dur. Par exemple, le besoin de remplacer au dernier moment une machine qui a 30 ans et qui vient de casser et qui va mettre la production en danger, donc la création de valeur. Si c'est anticipé en amont, c'est quand même une bonification dont nous devons prendre la mesure dans notre valorisation. De la même manière, vous avez une synthèse du diagnostic qualitatif qui aboutit à l'acronyme anglais SWOT. En français, c'est les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui font suite donc, en fait, à la découverte de l'entreprise avec grâce au questionnaire du client. Donc, vous voyez quelques forces. Par exemple, l'entreprise est parmi les leaders de son marché géographique. Effectivement, ça aurait été étonnant quand au regard du radar à gauche. Dans les faiblesses, vous voyez par exemple aucun questionnaire satisfaction client n'est en place. C'est des choses qui vont détecter quels sont les points d'amélioration et les forces réelles de l'entreprise. Ça, c'est des choses vraiment essentielles. Et en même temps, c'est une cerise sur le gâteau pour le client, parce qu'on lui dit, voilà, d'après ce que vous avez dit, ce serait peut-être pas mal de mettre en place un questionnaire de satisfaction ou de mieux suivre vos clients, etc. Ou ça peut être aussi des remarques au niveau de la formation. Ça peut être aussi, vous voyez, dans les menaces, l'offre de produits reste identique sur une longue période. Ça veut dire que vous vous exposez, selon les secteurs, ça a plus ou moins son importance, mais a priori, ça veut dire que vous vous exposez quand même à l'arrivée d'un concurrent qui arrive avec une innovation qui va être disruptive ou pas d'ailleurs, hein, pour utiliser un mot à la mode, et qui risque de remettre en cause la position de l'entreprise sur son propre marché et par rapport à sa propre clientèle. Donc, quand on a fait nos approches qualitatives, quantitatives, on a appliqué nos méthodologies, on va donner en fait une fourchette de valeur à l'entrepreneur. Il y a des méthodes qui sont des méthodes clairement patrimoniales. La méthode du goodwill, je ne rentre pas en fait dans les détails. La rente de goodwill, c'est fondé donc sur des réévaluations d'actifs, de passifs, de comparaison en fait de la rentabilité de l'entreprise par rapport au secteur financier. Il y a la méthode des multiples d'EBITDA qu'on voit à l'écran. C'est en fait la bonne vieille méthode en fait des multiples de résultats. La méthode de la DGI, c'est une méthode qu'on n'oublie pas, surtout quand il s'agit de transmettre son entreprise. Lorsqu'on est sollicité pour transmettre une entreprise, ce qui m'est arrivé il y a 6 mois, on aime bien savoir quelle va être la position de la Direction générale des impôts. En général, ça nous donne la méthode de valorisation qui ressort la plus basse. Ça tombe bien, puisqu'en fait, lorsqu'on transmet son entreprise à ses enfants, on a intérêt quand même à payer, à considérer le prix le plus bas, même si dans le cadre du pacte Dutreil, l'impact va être quand même adouci, mais on aime bien savoir dans quelle mesure on peut réduire l'assiette de tout ce qui va être fiscalité. Et la méthode DCF, c'est la méthode qui est purement financière, en fait. C'est la méthode d'actualisation des flux. DCF, ça veut dire Discounted Cash Flows en anglais, mais ce qui veut dire tout simplement actualisation des flux.
en français. Donc, en fait, c'est une méthode qui est fondée sur l'actualisation des flux de trésorerie disponibles, c'est-à-dire qu'on va faire une sorte de pourcentage à l'envers. On va dire, voilà, on va se baser se fonder sur le prévisionnel qui nous a été ou fourni par le client ou qu'on a construit avec lui. Et on va dire, voilà, compte tenu des flux que va me ramener l'entreprise, compte tenu de la rémunération de l'argent sur les marchés financiers sans risque actuellement, voilà, combien je peux dire que cette entreprise vaut maintenant. Voilà. En général, alors là, ça me fait mentir, c'est une méthode qui, sur les entreprises qui sont bien dynamiques, c'est la méthode qui donne la valorisation la plus élevée. Là, manque de bol, c'est la méthode des résultats d'exploitation qui donne la valorisation la plus élevée, mais peu importe. Vous voyez quand même qu'on est arrivé à avoir une convergence qui n'est pas négligeable. On ne peut pas arriver, le but, ce n'est pas d'arriver à avoir le même résultat partout. La méthode du goodwill nous dit voilà, 2 75 000. La méthode de la Direction générale des impôts, je ne parle pas à leur nom, mais on va appliquer leur méthode. Ils vont nous dire ce sera 1 902 000. Et ça va à plus ou moins 10%. Donc, on va, de la moyenne de ces méthodes, on va donner une fourchette. On va dire, bon, ben voilà, l'entreprise, compte tenu des éléments que nous avons et des différentes approches que nous avons faites, eh bien, elle vaut entre 1 900 000 et 2 320 000. Okay. Donc, le client, lui, peut dire, bon, ben moi, je pense qu'il vaut mieux se fonder sur la méthode du multiple d'EBITDA, puisqu'en fait, tout ce qui est résultat d'exploitation, en fait, tout le monde en parle, tout le monde sait ce que c'est, donc mon interlocuteur comprendra plus facilement, et puis moi, ça va mieux parce que je suis mieux valorisé, etc. Okay. Donc ensuite, c'est le client qui va faire son choix dans la négociation. Nous, on donne une base raisonnable et objective à la valorisation en fournissant en fait une méthode, donc une approche, et en fournissant une fourchette. Donc, pour synthétiser, donc, le rapport ensuite est remis au client après un double regard, celui de l'expert et celui du chargé d'affaires entreprise. Alors, je dis celui de l'expert, c'est-à-dire que si moi je prends une valorisation d'entreprise, j'ai mon collègue, j'ai parlé tout à l'heure de mon collègue Jean-Didier Warnesson qui est intervenu sur Alès il n'y a pas longtemps. Lui, je vais lui donner mon travail, il va le regarder, et il va le regarder avec un œil neuf. Donc, il va prendre tout mon travail de valorisation qui est très annoté, donc beaucoup qui utilisent des supports Excel, et puis il va dire là, c'est pourquoi tu as fait ça, etc. Là, je ne suis pas d'accord, pourquoi tu as fait ça, etc. Et en fait, ça aide à avoir une réflexion supplémentaire, et ensuite, ça aide à finaliser donc, le rapport, qui va être, avant d'être transmis au client, qui va être transmis donc, à son conseiller en centre affaires, qui lui-même va regarder le rapport, et s'il voit une énormité, ça n'est jamais arrivé, mais on voudrait éviter que ça arrive, eh bien, il va nous dire, attention, là, ce n'est pas bon, parce que ceci, parce que cela. D'accord ? Donc, outils de valorisation interne, questionnaire qualitatif, plusieurs méthodes d'évaluation, un rapport d'évaluation qui donne une fourchette de prix. Ça amène un regard externe sur la structure. Et ce regard externe sur la structure, eh bien, en fait, derrière, il y a un double regard, voire un triple regard. Donc, les cibles, c'est les chiffres d'affaires entre 1,5 million, parce qu'on commence à prendre les entreprises en centre affaires à partir d'1,5 million. Ça va jusqu'à 20 millions d'euros, parce que là, on est à l'aise sur 20 millions d'euros. Je vous ai dit que j'ai valorisé des entreprises qui montaient jusqu'à 50 millions d'euros, parce qu'il y avait des problématiques qui me permettaient de ne pas rentrer dans l'audit, ce que j'aurais été incapable de faire parce qu'on n'est pas structuré pour le faire. Donc, un chiffre d'affaires entre 1,5 million et 20 millions d'euros. Les bits 2 millions d'euros, oui, c'est les bits maximum qu'on est capable de la limite haute pour une entreprise, en plus de la limite de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a rendu notre outil notre valorisation, eh bien, la phase suivante de conseil pourra être engagée sereinement. Alors, le conseil avec des partenaires comme Inextinso, lorsque je veux transmettre ou trouver une cible, ou avec
nous-mêmes et Multicroissance, les copains de la Banque Populaire Occitane, pour venir injecter des fonds dans l'entreprise et participer au développement, mais à ce coup-ci en haut de bilan, en intervenant au capital ou en obligations convertibles. Ça peut être aussi de dire, voilà, on sait d'où on part, on a besoin d'avancer, mais on va le faire plutôt par le financement, des financements lourds et structurants, en appelant diverses banques. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Nous, on va leur dire, on vous propose, chers clients, du financement structuré. Voilà. Donc, tout est possible ensuite. Voilà, bon, je vais arrêter de parler.